Et salut à tous, c'est Aski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pas de présentation de mes plans à lire ou de bilan en lecture, mais je vais commencer cette vidéo cette série de vidéos sur mes livres préférés, histoire un peu de présenter les livres que j'aime le plus, qui fera un peu partie de ces vidéos où je fais mes plans et je fais une sorte de petit récap de la chaîne et de mes lectures, pour voir comment ça évoluera avec le temps. Et du coup, je vais commencer avec une vidéo sur mes 10 romans de science-fiction préférés. Romans slash série, je mélange un peu les deux. Et pour ce faire, je vais passer le top 10, mais un truc qui m'avait fait rire quand j'ai fait la vidéo, enfin quand j'ai écrit mon top, c'était que j'ai vu un autre top que j'avais fait il y a 3 ans, je crois, à peu près, avant que je fasse ma pause sur YouTube, que j'avais fait un top 10, en fait, pareil, de science-fiction, pour en faire une vidéo qu'au final, je n'ai jamais faite. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi comparer avec ce top, voir comment ça a changé en 3 ans, s'il y a toujours les mêmes romans ou pas. Spoiler alert, ça a plutôt changé. Alors on va commencer sans perdre de temps avec les mentions honorables. À l'époque, sur le premier top, en mentions honorables, j'avais mis Starship Troopers de Robert Heinlein, Roadside Picnic des frères Strugatsky, Dune de Frank Herbert et Brave New World d'Aldous Huxley. Cette fois-ci, aucun d'entre eux n'est resté. Que des nouveaux que je n'avais pas lus à l'époque, mais dans mes mentions honorables, je vais mettre Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, etc. J'avais bien aimé Rendez-vous avec Rama, mais pas forcément mon style ou pas forcément assez. Ça m'a pas suffisamment marqué pour être dans mon top. Ringworld aussi, de Larry Niven, L'Anneau Monde en français, il me semble. Euh, C'était plutôt sympa, j'ai beaucoup aimé le concept, j'ai beaucoup aimé l'aventure, mais roman qui est assez mal vieilli sur certains points, notamment le sexisme et la façon dont les femmes sont traitées, le machisme, la violence gratuite un peu. Ne mérite pas d'aller dans mon top 10, mais c'est quand même un roman qui mérite d'être lu. Demain les chiens, ma dernière mention honorable de Clifford Simak, que j'ai pas mal aimé, que j'ai lu, il me semble, le dernier roman que j'ai lu l'année dernière, ou le premier que j'ai lu cette année, je ne sais plus. Mais très sympa comme roman où on suit en fait une suite de petites histoires qui racontent comment les humains ont disparu de la Terre, en fait, sont partis et qu'ils n'ont laissé derrière eux que les chiens qui sont devenus intelligents et qui, à force, pensent que les humains n'ont jamais existé et ne sont que des légendes. Et on suit en fait cette évolution de ce monde et c'était très intéressant, j'avais bien aimé. On va commencer tout de suite avec le top 10. La 10e place de mon top à l'époque, c'était une égalité. C'était La planète géante de Jack Vance et Le monde de Rokanon d'Ursula Le Guin. Aucun de ces deux romans n'est resté dans mon top cette fois-ci et n'ont même pas fait l'émotion honorable. Hein. C'est vrai que c'est des romans que j'avais bien aimés à l'époque, mais avec le recul, ils sont un peu partis de ma mémoire. Cette fois-ci, mon top 10 sera Dominium Mundi de François Baranger. Hop là, diptyque de Space Opera que j'avais lu et review, en tout cas le tome 1 à l'époque sur ma chaîne, de la SF française, des gros tomes, mais ça reste que seulement un diptyque, donc c'est pas si long que ça à lire. J'avais beaucoup aimé, mais de quoi ça parle déjà? 2202, sur une terre ravagée, irradiée, l'humanité survit sous l'hégémonie de l'empire chrétien moderne et du tout-puissant pape Urbain IX. L'avenir ne pourra s'écrire que dans de nouveaux territoires. Une mission rejoint une planète d'Alpha du Centaure, mais celle-ci est déjà habitée par les Atamides, protecteurs du plus saint et sacré des lieux, le tombeau du Christ. Sur Terre, une nouvelle croisade se prépare alors. Le Saint-Michel, un vaisseau capable d'emporter 1 million d'hommes, s'apprête à prendre la route vers la nouvelle Jérusalem. Donc, comme j'avais dit dans ma review, effectivement, c'est un space opéra très inspiré, une sorte de réécriture des croisades, ou je ne sais plus de laquelle, mais d'une croisade en particulier. Et bah, c'était très fun, très inspiré, je pense, par des romans comme Starship Troopers. Hein. On retrouve cette idée d'aller sur une autre planète, faire la guerre à cette espèce d'alien, ces gros soldats en armure lourde qui veulent à tout prix servir la patrie, pour là, du coup, le Saint-Empire chrétien. C'était plutôt cool avec des personnages assez attachants, un concept assez intéressant, c'était vraiment surtout aussi très fun, hein, ça se lisait assez vite. Et surtout j'ai beaucoup aimé la structure aussi, avec le tome 1 qui est plus un huis clos, un peu mystère, un peu enquête à l'intérieur du vaisseau, et le tome 2 qui est du coup beaucoup plus science-fiction militaire et beaucoup plus boum boum la guerre.
Voilà, très sympa comme lecture. Si vous voulez lire un peu de space opéra ou de la SF française, n'hésitez pas. Ensuite, mon neuvième à l'époque, c'était Dogs of War. Et maintenant, c'est toujours Dogs of War. Donc Dogs of War, de quoi ça parle? On suit Rex. Rex qui est un très bon chien, qui est un chien qui a été amélioré cybernétiquement pour faire la guerre, pour servir dans des opérations militaires avec le reste de sa troupe d'animaux améliorés. Mais il va finir par adopter une conscience en fait et devenir de plus en plus intelligent et pas forcément vouloir garder sa condition de machine et d'arme pour les humains. Du coup, bah, c'est un roman que j'aime beaucoup. C'est un roman qui traite des thèmes que j'aime beaucoup aussi, hein, la relation à l'autre et comment traiter des créatures conscientes, intelligentes, surtout quand on les a créées. C'est des thèmes que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé aussi l'écriture du roman qui est en fait beaucoup à la première personne et où on suit vraiment, l'écriture montre vraiment l'évolution de la pensée de Rex, du coup du chien, qui évolue vraiment quand on regarde les premières pages de souvenirs et les dernières. On voit, rien que dans la façon dont c'est écrit, le chemin qu'a parcouru Rex. J'ai pas lu le deuxième tome, apparemment il y a une suite, mais c'était très bien. C'est le seul Tchaïkovski que j'ai lu pour l'instant, alors que j'ai beaucoup aimé, et que c'est un auteur qui fait énormément parler de lui, qu'apparemment il fait que des bangers. Donc j'ai hâte de lire la suite. J'ai Children of Time quelque part par là, qui est un peu son roman, je pense, le plus connu. Et du coup j'ai hâte de lire la suite. Huitième position, du coup, à l'époque, c'était Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro, auprès de moi toujours, en français. Et cette fois-ci, en huitième position, c'est Roadside Picnic des frères Strugatsky, donc qui était en mention honorable dans mon dernier top. Il a monté de quelques places avec le recul. C'est vrai que j'ai un peu réfléchi, j'y pense pas mal. Et bah, au final, c'est un roman qui est un peu resté avec moi. De quoi ça parle Roadside Picnic? En fait, on suit Red Schwartz, ouais, j'avais un peu oublié son nom. Red Schwartz qui est un stalker. Que sont les stalkers? Ce sont des personnes qui rentrent dans les zones pour récupérer des artefacts et les sortir pour les revendre au marché noir. Mais que sont les zones? Les zones sont des endroits, des zones hein, du coup, qui possèdent des objets un peu surnaturels de notre point de vue, mais qui sont en fait des déchets, des débris de civilisations aliens qui apparemment seraient passées par là, jeter leurs déchets sur la Terre et seraient repartis. Euh, D'où le terme roadside picnic, hein, un pique-nique sur le bas-côté de la route, où on laisse nos déchets sur le coin et les fourmis qui viennent ramasser un peu tout ça. Sauf qu'ici, les fourmis, c'est nous. J'ai beaucoup aimé ce livre, entre autres parce qu'il mélange pas mal, je trouve, un côté scientifique et un côté très philosophique et humain, avec des questionnements sur la relation, avec des questionnements sur en fait le regret, notamment avec la fille du personnage principal, il me semble, le faire ce qu'il faut malgré les dangers, malgré les interdictions. J'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance du roman, ces zones avec ces objets qui sont capables de faire qui ont presque des pouvoirs magiques. Hein. Arthur C. Clarke, il me semble, disait n'importe quelle technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. C'est clairement le cas là-dedans. Très grosse inspiration, je me doute, pour la fondation SCP. Très grosse inspiration de sources sûres des jeux Stalker. Hein. Le terme de Stalker vient d'ici. De Metro 2033. Tous ces romans viennent de Roadside Picnic. Très intéressante aussi la façon dont l'alien est représenté, parce qu'il n'est pas représenté, mais il est représenté via ses déchets. Donc c'est encore une forme de vie, on va dire, ou de présence qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qui est cette espèce de first contact qui au final n'est pas un first contact. On ne contacte pas littéralement les aliens, mais juste les déchets qu'ils ont laissés par là. Des gros thèmes, bien évidemment, écologiques. Je sais pas si c'était volontaire, sûrement, mais peut-être pas le point principal, parce que alors ça, je le savais pas quand moi je l'ai lu, je l'ai pas forcément fait le lien, mais j'ai entendu des gens en parler et dire qu'il y a aussi un grand parallèle avec l'URSS et ce trafic en fait d'objets entre l'URSS et les pays limitrophes. Donc voilà, c'est un roman qui dit beaucoup et qui est très intéressant, et puis le récit en lui-même, l'histoire du coup de Red qui va essayer de chercher à l'intérieur de cette zone un objet capable d'exaucer un souhait selon les légendes. Ça devient un peu vraiment une quête du Saint Graal à la Indiana Jones. Très 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 cool, et assez court à lire. Donc si vous aimez ce genre de SF, n'hésitez pas. Si vous avez aimé Stalker ou Metro,
C'est un roman qu'il faut que vous lisiez. Ensuite, en 7e position, je ne l'ai pas avec moi, mais à l'époque, c'était Rendez-vous avec Rama. Donc lui, contrairement à... Si, je l'avais lu, je ne me souviens pas, je l'avais lu à cette époque. Mais du coup, contrairement à Roadside Picnic, celui-là, il a descendu Rendez-vous avec Rama. Et cette fois-ci, pour moi, ce sera La route de Cormac McCarthy. De quoi ça parle La route? C'est un roman où on suit, un roman post-apocalyptique où on suit un père et son fils qui essaient d'aller jusqu'à, il me semble, la côte ouest des États-Unis pour essayer de trouver un paradis potentiellement qui aurait survécu à l'apocalypse. Alors, La route, je l'avais lu au lycée dans mes cours de littérature anglaise et bah, c'est un roman qui est très dur, qui est très 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 difficile. J'ai pas vu le film, mais pour ceux qui ont vu le film avec l'acteur d'Aragorn, j'oublie son nom. Je le mettrai là en montage, mais du coup adapté du coup de ce roman. Je l'ai pas lu, mais apparemment je l'ai pas vu, mais apparemment il est vachement bien. Mais le roman en lui-même, c'est une histoire qui est vraiment très très touchante, très émouvante. Cette relation entre ce père et ce fils, qui est très violente aussi. La route, c'est vraiment pas un roman pour n'importe qui. Si vous n'êtes pas accroché au niveau des entrailles, ça va être compliqué parce que c'est vraiment un roman. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oh, regarde-le là, lui, il vient pleurer. Allez. Du coup, je disais, c'est un roman qui est très violent, qui n'est pas à la portée de tout le monde, je pense, par rapport à ça, mais qui vaut le coup si vous êtes capable de le tenir. Cette relation entre son père et ce père et ce fils, ces thèmes sur qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, le moindre mal, ce qu'il faut faire pour survivre, la relation entre un père et son fils, la relation au passé, à un monde passé qu'on a à peine connu, l'enfant qui du coup est tellement jeune qu'il a à peine connu l'ancienne société, et il a presque plus connu l'apocalypse, euh, cette innocence face à une sorte de résignation, c'est beaucoup de thèmes qui sont très très sympas et très très intéressants, et même au niveau de la plume et de l'écriture, c'est un livre qui est très bien formé. Non pas que la plume soit belle, au contraire, elle est plutôt lourde à lire, mais justement, c'est une forme qui traite le propos. J'en avais parlé, c'est dans un devoir que j'avais fait à la fac, où j'avais en fait comparé fin de partie de Beckett et La route de Cormac McCarthy, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points similaires, notamment une œuvre qui a une structure complètement détruite, au même titre que le monde dans lequel les personnages vivent. La route, c'est un roman qui n'a pas de paragraphe, qui a un gros bloc de texte, qui a très peu de ponctuation. Les personnages, quand il y a des dialogues, on ne sait pas qui parle, à part par la logique et par déduction. On n'a pas d'informations sur qui parle. Même les personnages, le père et le fils, je utilise ces termes parce qu'ils n'ont pas de nom. Ils sont vraiment appelés le père ou l'homme et le fils ou le garçon. C'est très 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 réduit au minimum et vide en fait de structure comme ce monde apocalyptique. En 6e position, du coup, à l'époque, j'avais Nous sommes Bob, le premier tome du Bobbyverse, qui a complètement sauté de ce top. Il n'est plus là. J'avais bien aimé le tome 1, mais j'ai pas encore continué la suite. Et bon, bah, c'était un roman qui était fun, qui était rigolo, mais je pense que je l'avais plus mis là par biais de récence qu'autre chose. Et cette fois-ci, en 6e position, hop là, c'est Do Androids Dream of Electric Sheep? Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Ou plus connu sous son deuxième titre qui a été donné après l'adaptation au cinéma, Blade Runner, par Philippe K. Dick. Je vais me répéter encore, mais c'est un roman qui traite de quoi? Relation à l'altérité et aux créatures intelligentes et douées de conscience qu'on a créées nous-mêmes. Donc forcément, j'aime beaucoup. C'est quoi l'histoire? On suit Rick Deckard, qui est une sorte un Blade Runner, hein, qui est chargé de traquer des androïdes qui sont devenus rebelles. Et bah, du coup, on va le suivre, on va le voir suivre ça, suivre, il me semble, 4 ou 5 réplicants, du coup, comme c'est leur nom dans ce roman. Et bah, du coup, on va suivre en fait toute cette histoire. Il est assez différent du film, pour ceux qui l'ont vu. Il y a beaucoup de thèmes similaires, une histoire globale assez similaire, mais il y a beaucoup d'éléments dans le film qui sont sautés, notamment tout ce qui tourne autour de la religion, du mesmerisme, mercerism, qui est cette sorte de religion mi-télé-réalité, un peu très réseaux sociaux, où en fait il y a une sorte de culte d'une personne, littéralement, qui se diffuse à travers tout le monde. Il n'y a pas non plus, il me semble, dans le film, cette sorte de machine qui permet de ressentir artificiellement des émotions et les émotions des gens. Tout, du coup, cet questionnement sur le titre original du livre, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Parce qu'il y a un gros thème sur ce monde qui est complètement dévasté, qui a été fui. La plupart des humains ne sont plus sur Terre.
et les seuls qui restent sont les malades et les fous. Et en fait, dans le roman, les animaux sont un signe de succès, un signe de richesse. Posséder un vrai animal, c'est un signe que vous êtes une personne très riche qui a réussi. Et beaucoup de gens, du coup, s'achètent des faux animaux, des moutons électriques notamment. C'est ce que s'achète Rick Deckard dans le livre. Je pense que je préfère le livre je pense que je préfère quand même le film par rapport au livre, mais le livre est quand même très intéressant. Philippe K. Dick, qui est un très grand auteur, même s'il est assez voilà, une vie très, très compliquée, très bizarre, et des romans qui ont tendance à être très bizarres, très sous drogue presque, on a l'impression. Hein. J'ai lu Ubik aussi, qui n'est pas dans Stop, mais qui est très barré. Je trouve que celui-là, c'est un des plus simples en termes des folies de Philippe K. Dick. Donc si vous voulez lire et commencer cet auteur, je conseille beaucoup Blade Runner. Du coup, je vais passer au cinquième, à l'époque, qui était Dominium Moody, donc il a quand même vachement descendu. Je pense que pareil, je l'avais mis assez haut à cause du billet de récence. Même si le billet de récence, c'est pas tout, parce qu'il y a pas mal de nouveaux livres dans mon top que j'ai lu l'année dernière. Mais du coup, Dominium Moody a été remplacé cette fois-ci par Starship Troopers de Robert Heinlein, qui a beaucoup monté dans mon top. Qui était dans les mentions honorables avant, il est remonté jusqu'à la 5e place. Donc Étoile garde à vous en français. Starship Troopers, ce roman qui a inspiré beaucoup de choses, qui est un peu à l'origine, peut-être pas de la SF militaire je dirais, mais en tout cas qui est un grand nom de la SF militaire, mais qui est à l'origine de toutes ces grosses armures, les Warhammer, les trucs comme ça, avec des grosses armures de gros soldats, ça vient de là, qui est une grosse inspiration pour Helldivers 2, hein, le jeu dont tout le monde a joué pendant l'année dernière, c'est Starship Troopers sans le nom. De quoi ça parle? On suit Juan Rico qui décide de s'engager dans l'armée pour obtenir la citoyenneté, parce que dans ce monde, le seul moyen d'être un citoyen, c'est d'avoir fait son service militaire, et il se retrouve embarqué dans la guerre contre des sortes d'aliens un peu insectes qui ont détruit sa ville natale et sa famille, et c'est globalement ça. J'ai trouvé le roman personnellement assez fun, j'aime bien la SF militaire, même si j'en lis pas énormément. Je trouve ça assez sympa, en fait, ça se lit vite. C'est de l'action, enfin c'est des romans un peu Hollywood, mais avec des thèmes assez intéressants. Je sais que beaucoup de gens me disent que c'est un roman presque fasciste, pro-militaire, tout ça. Je peux comprendre pourquoi, je suis pas forcément entièrement d'accord. Pour moi, en fait, il y a des thèmes qui sont tellement exagérés que c'est peu probable que ce soit vraiment premier degré, un roman d'extrême droite ou ce genre de choses. Surtout en plus, il y avait peut-être des thèmes dans ce sens chez l'auteur, mais surtout qu'on sait l'évolution de Heinlein par la suite et ça dérive, on va dire, enfin dérive c'est un peu péjoratif, mais son 360 vers 180 vers des thèmes plus hippie, ce genre de choses. Bah, ça me paraît bizarre que ce soit vraiment un roman si problématique en tout cas, mais un roman qui mérite d'être lu, même si je dis que c'est poussé à l'extrême, c'est pas non plus aussi poussé à l'extrême que les films, qui eux sont vraiment des grosses parodies. En fait, ce roman essaie quand même de mettre en place quelque chose de relativement sérieux, contrairement au film qui est vraiment ridicule, tellement c'est exagéré. Mais en tout cas, voilà, Starship Troopers, mon top 5. Ensuite, à l'époque, mon top 4, c'était The Road de Cormac McCarthy, qui du coup est descendu sur mon top. Et cette fois-ci, mon top 4, c'est, qui arrive au bas du podium, Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro. Pour ça, entre autres, que je n'ai pas remis auprès de moi toujours, parce que j'ai lu celui-là il n'y a pas très longtemps. Du coup, Kazuo Ishiguro, qui n'a peut-être plus auprès de moi toujours dans mon top, mais qui lui-même a beaucoup monté les échelons. Vous me voyez venir à 10 km. Pourquoi j'ai aimé Clara and the Sun? La relation à l'altérité et à des êtres conscients et intelligents qu'on a créés nous-mêmes. Clara and the Sun, de quoi ça parle? On suit Clara, une amie artificielle, qui est globalement une androïde et qui se retrouve dans la famille d'une petite fille qui est de toute évidence très malade et qui a beaucoup de problèmes. Mais Clara est une androïde, une amie artificielle qui est beaucoup plus intelligente et développée que les autres. Elle semble être beaucoup plus affûtée au niveau de son observation, elle comprend mieux les humains et est plus curieuse, et d'une certaine façon est la plus humaine de toutes les amies artificielles. Et on suit du coup cette histoire alors qu'elle accompagne cet enfant et ses problèmes. J'ai beaucoup aimé ça pour tous ces questionnements, pour le personnage de Clara qui est
qui est très chou et qui est très triste et qui est très curieux et qui est vraiment en fait une enfant d'une certaine façon, mais pas entièrement non plus, parce que ça reste un androïde avec sa façon de penser un peu différente. C'est du Kazuo Ishiguro, donc c'est très très doux amer comme roman, c'est très beau mais c'est très triste, ça prend au cœur, c'est très touchant. Les personnages sont très bien écrits, ça se lit assez vite. J'ai pas envie d'en dire plus parce que, comme beaucoup pour les romans de Kazuo Ishiguro, moins on en sait, mieux c'est. Même si c'est pas au point d'auprès de moi toujours. Foncez lire Clara et le soleil, je crois qu'en français ça a été traduit tout simplement. C'est très très bon, surtout si vous aimez du coup tous ces thèmes d'intelligence artificielle, relation à l'altérité, qu'est-ce que c'est que d'être humain aussi, qu'est-ce que c'est ce questionnement de qu'est-ce que l'humain et qu'est-ce que c'est qu'être humain. Voilà, c'est que du bon là-dedans. On arrive sur le podium. Mon troisième livre préféré à l'époque, c'était L'Anomonde de Larry Niven, qui a bien chuté depuis. Pareil, biais de récence, lui je pense que je venais juste de le lire à l'époque. Mais ce n'est plus du tout celui-là, mon top 3. Maintenant, c'est... Alors je triche un peu pour mon top 3, parce que ça va être 2 romans en un, mais du même auteur. Greg Egan avec Permutation City et Diaspora. Donc c'est un auteur australien qui écrit de la hard SF. Pourquoi ces deux-là? Parce que c'est des romans qui traitent plus ou moins des mêmes thèmes. J'ai vu certaines personnes qui considèrent même dans leur headcanon en fait que les 2 romans se suivent. Et c'est surtout deux romans que j'ai traités et que j'ai étudiés dans le contexte de mon mémoire. Donc du coup c'est des romans que j'ai étudiés de long en large et en travers. Bon, j'ai quelques trucs, j'en ai peut-être pas autant que beaucoup de gens ont, mais pour moi ça c'est beaucoup vu que je n'annote jamais. De quoi ça parle? Diaspora, que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai en e-book. Donc Diaspora, de quoi ça parle? On est dans un futur très lointain où la plupart des humains ont quitté la Terre en fait et soit ont pris des formes de robots, d'androïdes, soit sont carrément dans ce qu'ils appellent des polis, qui sont des villes artificielles et virtuelles, et en fait ils sont devenus des intelligences virtuelles. Et il y a seulement quelques humains qui restent encore sur Terre, les enchérés, entre autres, qui eux-mêmes sont séparés en 2 catégories, ceux qui ont des améliorations artificielles et ceux qui vraiment ne veulent pas changer leur corps et rester des humains biologiques. Et on va suivre en fait plus ou moins beaucoup d'histoires. Ça évolue pas mal au fil du roman, mais globalement au début du roman on apprend qu'il y a 2 étoiles à neutrons, je crois, un système binaire d'étoiles à neutrons, une connerie comme ça qui s'effondre sur lui-même et qui va exploser et détruire la Terre. Et du coup, il y a un peu ce questionnement sur qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont décidé de rester sur Terre. Et on suit plusieurs personnages qui vont évoluer dans ce contexte. Permutation City, par contre, est dans un futur beaucoup plus proche où on va suivre Paul Durham qui va avoir un plan en fait de créer une sorte de ville artificielle, une ville virtuelle dans laquelle les gens pourraient se sauver dans un monde où il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui existent, mais qui ne sont pas en fait des digitalisations de l'esprit, mais plutôt des copies. Hein. Ils s'appellent des copies, les intelligences artificielles de ce roman. Et on va le suivre, en fait, créer ce plan pour créer cette intelligence, ce monde virtuel, cette espèce de paradis virtuel. Pourquoi j'ai aimé ces deux romans? Parce que, encore une fois, c'est des thèmes que j'aime pas mal. Cette relation à l'autre, à d'autres formes de vie intelligentes, à l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Et comment traiter, en fait, ce genre ce genre de forme de vie, mais pas que. Hein. Il y a pas mal d'autres thèmes, les mondes virtuels, la survie de l'espèce, l'exploration de l'espace, des autres formes de vie complètement différentes. C'est très complexe, les 2 romans, il y a beaucoup de choses qui sont traitées dedans. C'est des romans de hard SF, il y a plein de moments où je ne pitais rien à ce qui s'est passé. Hein. Moi j'ai fait L à la base, donc tous les moments où il nous parle de sciences ultra développées, ultra dures, je comprends rien, mais c'est écrit quand même d'une façon à ce que, même si on ne comprend pas le comment, on comprend la finalité en fait. Par exemple, au tout début de Diaspora, on nous explique plus ou moins comment c'est possible que les citoyens des polices sont capables carrément de naître de façon artificielle. C'est-à-dire que c'est à un niveau où des entités naissent en tant qu'intelligence artificielle sans avoir eu un corps humain qui a été digitalisé par la suite et qui du coup peuvent avoir plusieurs parents, un seul, ce genre de choses. 1, 2, 3, 1000... Et en gros, il nous explique comment ça se passe. Il n'y a pas besoin de comprendre le comment. Tout ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que les gens naissent en tant qu'intelligence artificielle de un ou plusieurs parents. Voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir plus.
et qui du coup amène, au passage, rien que cette idée va amener tellement d'autres thèmes derrière, les problèmes, enfin les problèmes non, mais des questions de genre, non seulement d'identité de genre, mais de pertinence du genre, pour des entités qui sont nées de façon numérique. La pertinence d'avoir un genre et un sexe n'est plus vraiment une question. Les questions d'héritage dans un monde où on est des intelligences artificielles immortelles avec un ou pas de parents ou des milliers, quelle est cette question de l'héritage? Enfin, voilà, beaucoup de questions dans ce style. Donc je vais pas beaucoup plus développer parce que je perds beaucoup de temps, mais très intéressant si vous êtes prêt à lire des romans de SF assez durs, foncez lire Greg Egan parce que c'est très cool. Ensuite, mon top 2 à l'époque, c'était 200 Dream of Electric Sheep, donc Blade Runner. Et cette fois-ci, mon top 2, ça va être Fondation, que je n'ai pas sur moi. Le cycle de Fondation, la trilogie de base, c'est tout ce que j'ai lu encore pour l'instant, par Isaac Asimov. Et plus précisément, je vais même dire Fondation et Empire, le tome 2, que j'ai préféré hein, de la trilogie. Bon, Fondation, c'est quoi? C'est un des plus grands classiques de la SF. Hein. Harry Seldon, qui est un scientifique de la psychohistoire, qui est un domaine dans lequel on prédit le futur en se basant sur la psychologie des foules et des psychologies des masses et du coup les faits historiques pour avoir des approximations et prédire le futur. C'est un énorme classique hein, qui a inspiré des œuvres comme Star Wars, comme globalement toute la SF hein, qu'on connaît maintenant, des thèmes qui sont très très cool, notamment sur le premier tome qui met en place cette question de la psychohistoire et l'impact que peut avoir les foules en fait sur le monde et comment on peut les contrôler et les prédire pour pouvoir avoir le résultat qu'on veut. Notamment pour le cas d'Harry Seldon, réduire le temps de ténèbres, l'âge de ténèbres qui suivra la chute de l'Empire drastiquement et préserver les connaissances de l'humanité. Mais aussi, dans les tomes 2 et 3 notamment, à quel point ce genre de plans peuvent influencer la vie des gens de façon beaucoup plus personnelle et comment certaines personnes se retrouvent avec une vie misérable ou avec une vie difficile ou comment ça peut ruiner la vie de certaines personnes parce qu'ils font partie d'un plus grand plan qui tend à préserver l'humanité aux dépens de l'individualité au final. Donc c'est des thèmes qui sont très très cool, et puis les romans en eux-mêmes sont très fun, très sympas, il y a certains personnages... Alors les personnages sont pas vraiment le plot principal des romans, mais il y en a un quand même, notamment dans le 2, qui est très très cool et qui est très aimé et que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à lire Fondation au moins une fois dans votre vie. Et mon top 1 du coup c'était Fondation à l'époque, mais il a été détrôné. Il a été détrôné par quoi? Par Solaris de Stanislav Lem, que j'ai lu au début de l'année et qui a été propulsé dans mes romans préférés. Solaris, de quoi ça parle? Je vais vous lire la 4e de couverture parce que c'est tellement bizarre que j'ai du mal à en faire un résumé, on va dire. L'homme n'est pas prêt pour certains voyages. Solaris, un monde inhabité tournant autour de 2 soleils, entièrement recouvert d'un immense océan protoplasmique qui, pour les scientifiques de la Terre, demeure un irritant mystère. Dès son arrivée sur Solaris, le docteur Kelvin est intrigué par le comportement du physicien Sartorius et du cybernéticien Snout, qui semblent terrorisés par la visite d'une femme, Harry, une femme que Kelvin a autrefois aimée et qui s'est suicidée plusieurs années auparavant. Impossible, à moins qu'une entité intelligente n'essaie d'entrer en contact avec eux, en matérialisant leurs fantasmes les plus secrets, et quand l'océan lui-même réside la clé de cette énigme aux dimensions d'un monde. Donc c'est assez vague, mais pourquoi j'ai aimé ce livre? Pourquoi il fait pas... C'est mon livre préféré parce que c'est un livre qui allie beaucoup de thèmes et très très bien. De la hard SF, de la SF beaucoup plus philosophique, beaucoup plus personnelle, du first contact, tout ça. Je vais commencer du coup par le côté un peu hard SF et first contact. C'est un roman où on croise du coup une entité extraterrestre différente, cette espèce d'océan qui est la cause de beaucoup de débats du coup pour les humains dans cet univers. Est-ce que c'est une intelligence artificielle créée et laissée là par une ancienne civilisation? Est-ce que c'est une forme de vie complètement différente? Est-ce que c'est une forme de vie protocellulaire? Est-ce qu'au contraire c'est une forme de vie biologique qui aurait évolué complètement différemment de nous? Ou est-ce que c'est une forme de défense de la planète? Tellement de questions qui n'ont pas vraiment de réponse, à part en tout cas la théorie du personnage principal à la fin qui est très sympa mais que je ne vais pas spoil, mais qui est très intéressante. Mais le plus intéressant du coup dans ce roman surtout, c'est que c'est une entité
vraiment alien. J'ai vu quelqu'un en parler, dire que son professeur avait dit une phrase que je trouve très très vraie dans ce roman. L'océan de Solaris est le premier alien réellement alien qu'il avait lu. C'est une entité qu'on ne peut pas comprendre tellement elle est différente, tellement elle est sur un plan d'existence qu'on ne comprend pas, ou en tout cas qu'on essaye de comprendre, mais qui du coup est difficile à percer parce que les biais qu'on essaie d'avoir, enfin les biais qu'on a par nos tentatives de compréhension, ben, sont basées sur notre propre perception et nos propres expériences qui ne vaut pas du tout sur une autre planète où toutes les règles sont différentes. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai aussi aimé beaucoup le côté introspectif et personnel avec ce récit sur le personnage principal et du coup Calvin et Harry. Harry, sa copine disparue, quelle est pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait ici, qu'est-ce qu'elle est réellement, et sans trop rentrer dans du spoil, ces questions sur le regret, sur une nouvelle chance, sur une nouvelle vie, sur qu'est-ce que c'est que d'être humain encore une fois, sur qu'est-ce que c'est que l'identité propre, qu'est-ce que nous sommes en réalité. C'est vraiment des thèmes et des questions que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé très bien traitées dans ce roman. Et en plus de ça, le récit en lui-même, du coup, de comment va évoluer cette histoire avec Harry, avec cet océan et cette espèce de huis clos sur cette base dans cette planète, était vraiment super bien écrit, super fun et très intéressante et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, c'est pour ça que pour l'instant, Solaris est mon roman préféré parce que je ne fais que. Enfin, j'y pense beaucoup, assez régulièrement et j'en ai trouvé aucun qui arrive à allier aussi bien en fait tous ces thèmes différents et de les rendre aussi touchants. Perso, c'est beaucoup plus le côté personnel avec Kelvin et Harry que j'ai préféré. Mais il y en a de tout. Et en plus, le roman est assez court, donc foncez pour lire Solaris. J'ai pas encore regardé les deux films de Tarkovsky et de, je sais plus qui c'est le deuxième, mais apparemment ils sont vachement bien, donc j'ai hâte de les lire. Du coup, voilà, en termes de, pour conclure un peu cette vidéo, une liste qui a bien évolué par rapport à mon premier tome, beaucoup de romans qui restent par rapport à la première liste, mais qui changent beaucoup de place, beaucoup de nouveaux aussi, notamment mon top 1. Hâte de voir comment ça va changer, comment ça va évoluer avec les années à suivre. Beaucoup de thèmes qui reviennent, hein, la relation à l'altérité, sur qu'est-ce que c'est que d'être humain, le questionnement sur l'identité et l'humanité, quelque chose qui revient beaucoup. Beaucoup de SF militaire aussi, je m'y attendais pas avant de faire le top, mais visiblement j'aime bien ça. Ce qui n'est pas déconnant vu que j'aime beaucoup la fantasy, je pense qu'il y a peut-être un lien entre la SF militaire et la fantasy sur le côté un peu épique et space opéra aussi. Beaucoup d'auteurs assez divers, je trouve, de l'américain, de l'anglais, de l'australien, polonais, certains auteurs qui sont français, des origines russes et japonaises, pas forcément beaucoup d'auteurs qui viennent d'Amérique du Sud, Afrique ou quoi, peut-être quelque chose à changer, mais j'en ai pas beaucoup en tête. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en proposer, et notamment pas de femmes dans mon top, ça c'est un peu triste. À part on mentionnera du coup Ursula Le Guin, mais je pense que ça va changer, hein, parce que dans mes plans j'ai beaucoup d'autrices que je veux lire, notamment plus lire Ursula Le Guin, lire du Louis McMaster Bujold, C.J. Cherryh, James Tiptree Jr., hein, qui est le pseudonyme d'une autrice. Du coup, hâte de voir un peu plus sur Octavia Butler aussi, hâte de les lire, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, notamment Le Guin et C.J. Cherryh, je sais pas, je vibe beaucoup avec et je sens qu'elles vont arriver dans mon top. Donc je pense que je referai cette vidéo l'année prochaine pour voir comment ça évoluera. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les romans dont j'ai parlé, quels sont vos romans de SF préférés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker tout ça et je vous dis à la prochaine.